Le temps n'effacera jamais la douleur, ni les larmes. Ce jour-là, à Progreso, le berceau de la famille Sala en Argentine, un ultime hommage est rendu à Emiliano. C'est le moment de vous annoncer qu'à partir du mois d'octobre, ce stade s'appellera Emiliano Sala. C'est sur ce terrain qu'il a accompli ses premiers pas de footballeur. Sûrement serait-il fier de savoir que son nom sera porté ici pour l'éternité. Sa maman, Mercedes, son petit frère, Dario, son papa, Horacio, et tous ses amis se sont rassemblés en mémoire de l'attaquant argentin, disparu dans un tragique accident d'avion 2 mois plus tôt. La disparition d'Emiliano Sala, la disparition d'un guerrier. Un drame qui a suscité une émotion planétaire et qui interpelle. Transféré à Cardiff, au Pays de Galles, il venait de quitter le FC Nantes après avoir salué une dernière fois ses coéquipiers. C'était incroyable. Tous les gens du village étaient devant leur poste de télévision à guetter les nouvelles. C'était vraiment terrifiant. C'était lourd, pesant. C'était vraiment un choc émotionnel énorme. La colère est terrible. Et la tristesse pour toute la vie. Cette tragédie permet aussi de comprendre ce que cache le monde des transferts. Une personne de bon sens ne peut pas comprendre qu'un tel vol ait eu lieu. Je veux simplement dire que je réclame justice pour mon fils. Comment, avec un avion pareil, avec cette tempête, a-t-on pu laisser décoller mon fils? Il doit y avoir un coupable. Ces hommages auraient peut-être dû être rendus quand il était vivant. Il a fallu qu'il se produise ce qu'il s'est produit pour qu'il soit enfin reconnu. Ce manque de reconnaissance, Emiliano Sala en a souffert jusqu'au dernier jour de sa vie. Un sentiment qu'il habitait au plus profond de lui-même depuis son adolescence et qu'il confiait régulièrement à ses proches. Comment ça se fait, Marie, que je vais dans des clubs et on me repousse tout le temps? Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu marqué. Il me sort ça jeudi soir, 3 jours avant sa disparition quand même. Cette notion doit faire plus, mais même sur les dernières années, les derniers mois, ça s'est senti. Parce qu'il a accompli des choses formidables. Il y avait toujours des doutes. Des oui, mais tout le temps, il y a eu des doutes sur ce garçon. Si tu me demandes si je pensais qu'il allait réussir, je vais te répondre sincèrement, non, je ne le voyais pas réussir. Au cours de son adolescence, Emiliano Sala a dû multiplier les essais en Europe pour tenter de lancer sa carrière professionnelle. En Italie à l'Udinese, ou encore en Espagne à Majorque, où il passa 6 mois sans réussir à convaincre. Il fut aussi recalé à 2 reprises par Bordeaux, malgré le partenariat qui lie les Girondins au centre de formation où évoluait alors le jeune homme en Argentine. Avec lui, il y a toujours eu des doutes sur ses capacités à réussir. Mais on a insisté jusqu'à ses 19 ans, jusqu'à ce qu'il ait enfin la chance que ça marche, et c'est pas le cas pour tout le monde. Le 3e essai effectué à Bordeaux se révélera enfin concluant. Emiliano Sala s'apprête à fêter ses 20 ans lorsqu'il débarque en France à la fin de l'été 2010. C'est quelqu'un qui avait envie de réussir, c'est quelqu'un qui a eu envie de faire ce métier. Et il a
tout mis en œuvre pour réussir. Je crois que ça, c'est une qualité extraordinaire. Souvent, on a de jeunes joueurs qui ont des qualités, qui ont du talent. Et il leur manque l'essentiel, c'est la détermination, la rage de réussir. Et son investissement était total. Je me rappelle qu'à Bordeaux, il jouait en CFA. Ce n'était pas assez pour lui, il voulait aller plus loin. Parce que même s'il s'entraînait avec l'équipe première, il n'allait jamais avoir sa chance. Avec le club, on a donc pris une décision qu'il parte à Orléans. Orléans, dans le Loiret. Le club évolue alors en nationale, la 3e division française. Si loin des rêves de grandeur de l'attaquant argentin. Il n'hésitait pas à mettre de l'impact, et encore plus en national. National, c'était assez rugueux. Et pour un joueur de 20 ans, 21 ans, c'est rare où les jeunes joueurs arrivent à s'aguerrir comme ça. Et lui, il l'avait fait. Lui, il l'avait vraiment fait. 19 buts en 37 matchs, il livre cette année-là un premier aperçu de ses qualités de buteur et démontre une capacité d'adaptation qui séduit ses coéquipiers. Quand il a été prêté chez nous, il parlait un français déjà très correct. C'est quand même rare, voilà. Je veux dire, par là, on peut voir, il y en a certains, ils ont des difficultés à se mettre, à vouloir apprendre le français. Lui, non, il voulait tout de suite se débrouiller. Emiliano Sala est élu meilleur joueur du club à l'issue de son prêt. Mais Bordeaux ne souhaite toujours pas l'intégrer à son effectif professionnel. Alors l'Argentin décide de poursuivre, pas à pas, sa quête du haut niveau. Direction Niort, en Ligue 2. Il avait du charisme. C'est un grand Argentin costaud avec son accent, ses yeux clairs, cette envie quoi. Tout de suite, on voyait en lui, il avait déjà envie de marquer des buts. On était en train de manger la salade quoi. Emiliano Sala inscrira cette saison-là 21 buts, le record du club. Un joueur dont la personnalité attachante et le besoin impérieux de réussir ont profondément marqué le staff. Tous les sportifs de haut niveau, et en général les footballeurs, ont un moteur. Emi, on a tout de suite vu qu'il avait un moteur particulier, c'est qu'il, dès le départ et dès sa jeunesse, il n'a pas dû faire l'unanimité. Et je pense que son manque de talent au départ, il a su le compenser avec le travail, la persévérance, l'état d'esprit, la lutte. Donc c'est quelqu'un qui a lutté, je pense, toute sa vie. Quand il est venu à Niort, au bout de 2 jours, l'anecdote est toujours, aujourd'hui on en sourit, Pascal Gastien, qui était l'entraîneur de l'époque, est venu dans mon bureau pour me dire que ce n'était pas un joueur de Ligue 2. Et c'était assez classique au fil de son parcours que les éducateurs avaient un vrai doute sur Emiliano techniquement. Il a vraiment le profil du sportif de haut niveau, où le mental rentre vraiment en jeu quand on met les crampons. C'est-à-dire, je monte sur le terrain, boum, le bouton il fait on. Il ressort de là quand il met off. S'il a l'impression qu'il a fait moins, pas assez ou quoi que ce soit, il est fou. Il est fou. Déjà 4 ans que l'attaquant argentin est arrivé en France. Et toujours aucune opportunité de jouer en Ligue 1 avec son club, Bordeaux. J'ai évoqué rapidement son état d'esprit par rapport à ce deuxième prêt successif, comment il voyait les choses, et on sent tout de suite quelqu'un un peu chagriné par le fait de ne pas avoir eu sa chance encore avec Bordeaux, et de faire comprendre derrière que c'était pas un objectif de jouer en Ligue 1, mais un défi même. Il souffrait de la situation. Il me disait « Maman, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse de plus pour arriver en première division ?»
Combien de buts ils veulent encore que je marque? Il disait, moi, je ne suis pas un attaquant qui fait des pirouettes. Je suis un attaquant un peu rustique. Avec Bordeaux, l'histoire s'achèvera sans avoir jamais réellement débuté. 11 matchs seulement disputés, un but sur penalty contre Monaco le 17 août 2014. Fin janvier 2015, il est de nouveau prêté, cette fois en Ligue 1, à Caen, où il réalise une demi-saison qui marque les esprits. L'été suivant, Bordeaux le laisse partir. Il signe 5 ans à Nantes, qui le recrute contre 1 million d'euros. Un transfert négocié par son agent de l'époque, Nicolas Higuaín, qui s'occupe également des intérêts de son frère Gonzalo. Même si le contrat et le salaire proposés, ce n'était pas un truc de malade, sportivement la tentation était forte. Nantes, c'est un club historique, reconnu en France avec des supporters puissants. Et pour lui, c'était un challenge sportif. À Nantes, le profil d'Emiliano Sala ne fait toujours pas l'unanimité. Pas assez fin techniquement, pas assez spectaculaire, mais auteur de 6 buts malgré tout, en seulement 22 titularisations. Lui, il jouait bien au foot, mais les entraîneurs ne comprenaient pas toujours comment l'utiliser. C'est ce qu'Emiliano ressentait parfois. Claudio Ranieri est celui qui lui a trouvé sa place dans l'axe. Ranieri a compris son jeu et Emiliano a pris son envol. J'ai vu que lui, c'est plus un attaquant central, très bon avec la tête. Et donc, j'ai demandé à les ailes de faire beaucoup de centres parce qu'Emiliano, dans la but, la surface, c'est magnifique. Et donc, pour moi, était ce type de joueur le point de référence pour l'équipe. Sous les ordres de l'Italien, Emiliano Sala, qui dispute sa 3e saison chez les Canaries, devient enfin un joueur majeur. Mais il demeure un homme tourmenté. Est-ce qu'il était heureux ou pas? Je pense qu'il était en recherche. Il était en recherche et il avait vraiment besoin de plus. Quand on finissait un match, même si on avait gagné 1-0 mais qu'il n'était pas marqué, il n'était pas bien. Il n'était pas bien et souvent après les matchs, quand ça n'allait pas, j'allais le voir et j'allais le réconforter parce qu'il était capable de se mettre une pression intérieure alors que le gars, il était déjà à plus de 10 buts en Ligue 1, quoi. En privé, le buteur s'agace surtout de voir son salaire plafonné à 50 000 euros bruts. Loin, très loin de certains de ses coéquipiers, comme l'Islandais Kolbeinn Sigthorsson, le Burkinabé Préjus Nakulma ou le Slovène René Krin, autant de joueurs qui n'ont jamais prouvé leur valeur à Nantes. Une situation intolérable aux yeux du buteur argentin, dont les relations avec son président Valdemar Kita deviennent de plus en plus tendues. La communication, ces deux êtres, il y avait une communication, ça ne passait pas. Alors qu'Emiliano s'entendait avec tout le monde l'aimait, et ça, l'histoire nous l'a prouvé. Mais avec Kita, il y avait quelque chose qui ne passait pas, depuis le début. Hein. Ça, il me l'a dit il y a 3 ans, quand il est venu me voir, il me l'a dit, ça. Il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de partir. Déjà, il était à peine arrivé, il voulait déjà partir. Vous parlez-il de ses relations avec le président Kita? Oui. Oui, il m'en parlait.
Et que disait-il? Qu'il n'était pas mis en valeur. Qu'il n'était pas reconnu par la présidence. Il ne demandait pas d'augmentation de salaire? Si, il a demandé. Mais les dirigeants avaient beaucoup de réticences. Emiliano était résigné. Mais il continuait à travailler parce qu'il adorait cela. Et sa relation avec le président Kita, elle a toujours été difficile? Le feeling ne passait pas? Exacto. Oui, c'est vrai. Emiliano, il jouait pour ses supporters. Pour tous ces gens. C'est tout. À l'automne 2017, des négociations débutent dans un contexte de méfiance réciproque. Le club semble prêt à offrir aux joueurs un salaire inférieur à 100 000 €. Une somme jugée insuffisante par le clan Salah. Selon nos informations, les dirigeants nantais décident alors, début 2018, de lui verser une prime mensuelle de 30 000 € en signe d'apaisement. Mais le dialogue est rompu et en fin de saison, Nantes cessera de lui verser cette prime. Emiliano Sala vit mal cette situation. À tort ou à raison, il se sent dévalué, poussé dehors, et songera même à partir à Galatasaray durant l'été. Mais le club turc ne propose qu'un prêt avec option d'achat, à seulement 48 heures de la clôture du marché des transferts. Refus catégorique de Valdemar Kita, qui déclara quelques heures plus tard. Salah, on a toujours voulu le garder. Il y a malheureusement des gens autour de lui qui ne le conseillent pas toujours très bien. Ce serait bien qu'il nous écoute un peu. On ne veut pas lui faire de mal, on veut le mettre en valeur. Le président nantais oublie de préciser qu'en coulisses, il a tout fait pour vendre son attaquant. La preuve par ces mandats de vente que nous nous sommes procurés en date du 6 août et à destination de 3 clubs italiens. Nantes espérait obtenir 12 millions d'euros et 20% sur le prix de revente. Mais selon nos informations, personne au club n'avait tenu au courant Emiliano Sala et son entourage de ces manœuvres. L'Argentin les apprendra grâce au réseau italien de son agent, Messa Ndiaye, et le rendront amer. D'où son envie de partir en Turquie et la célébration de son but à Strasbourg, main sur la bouche, le 1er septembre. Quelques semaines après ce match en Alsace, l'attaquant argentin comprend qu'il ne sera sans doute jamais revalorisé par sa direction. Désabusé, il confie alors son mal-être à sa confidente et coach mentale. Emiliano, donc nous avions parlé un petit moment de plein de choses, y compris de la foi. Et comme dans ces moments-là, il était en plein doute sur sa carrière, en fait, sur la façon dont allait évoluer sa carrière, j'ai dit, écoute, ça ne te fera pas de mal. Je vais bien t'amener à la petite chapelle où je vais depuis 27 ans. Elle s'appelle Notre-Dame de toute joie. Et comme je sais que tu es très croyant, ça nous fera le plus grand bien. Retrouver de la force là-dedans, dans la spiritualité, dans la foi. Dans la foi, il y a retrouvé de la force. Moi, je ne le connaissais que depuis 3 ans, mais pendant 3 ans, je l'ai quand même entendu me dire que de me le dire et de me le crier haut et fort, cette injustice qu'il vivait, ça c'est sûr, c'est indéniable. Par contre, ça. À l'arrivée, le 2 octobre, de Vahid Halilhodžić pour redresser le club,
le malaise est profond. Le lendemain de mon arrivée, il est venu me parler. J'ai un petit peu taquiné. J'ai dit, quand il joue à mon centre, si tu ne marques pas 20 buts, tu n'es pas à mon centre. Que j'ai dit, c'est comme ça. Au coach, on va faire comme ça. Il m'a parlé qu'il était déçu de vis-à-vis ça. Il n'était pas content de son contrat. Quand je vois ses salaires et comme ça, quand je vois les autres qui ne viennent même pas s'entraîner comme ça, et il a beaucoup de frustration vis-à-vis de certaines choses. Vous savez, quand je jouais pas bien de sa tête, il regardait pourquoi celui-là, pourquoi pas moi. Il pensait partir, il n'était pas content de ça. Il y a beaucoup de choses, il était vraiment dans la trou totale. Mais sous le mandat de l'entraîneur bosnien, l'attaquant argentin, habité par un sentiment d'injustice qui le transcende, va empiler les buts. Emiliano Sala devient l'un des meilleurs réalisateurs du championnat. 10 ans après son arrivée en France, il semble enfin obtenir la reconnaissance sportive à laquelle il aspirait depuis si longtemps. Dans cette période d'euphorie, Vahid Halilhodžić, qui avait lui aussi douté du potentiel de son joueur à son arrivée, lui confie à plusieurs reprises son envie de le revaloriser. Je voulais qu'il prolonge le contrat et malgré ça, pour valoriser son statut, qu'il mérite, qu'on monte le salaire et qu'il part l'été prochain. Mais la direction nantaise ne compte pas accéder aux prétentions salariales du joueur. L'objectif de la famille Kita semble désormais clair, vendre au plus offrant Emiliano Sala, dont la cote ne cesse de grimper. Débute alors l'histoire de ce transfert qui raconte la part d'ombre du foot business. En difficulté en Première Ligue, Cardiff City est à la recherche d'un attaquant. Le club met sur le coup Willie McKay, un intermédiaire sulfureux, incontournable sur le marché anglais. Lequel contacte Bakary Sanogo, agent proche de Franck Kita, fils de Valdemar et directeur général délégué du FC Nantes. Les deux parties tombent rapidement d'accord sur un nom, celui d'Emiliano Sala. Le joueur confie alors souvent son amertume à la famille Vada, chez qui l'ancien attaquant a vécu durant plusieurs mois à son arrivée à Bordeaux. Il était buteur 2 ans consécutifs et il ne se sentit pas reconnu. C'est pour ça qu'en ce moment, il veut partir. C'est pas vrai qu'il ne veut pas partir de Nantes. Lui, il veut partir, parce que la manque de reconnaissance. Il veut partir de Nantes. C'est que lui, il a douté beaucoup, il attend une offre d'un club peut-être plus reconnu que Cardiff en ce moment. C'est ça ce qui a passé. L'attaquant argentin ne souhaite pas aller à Cardiff et son agent Messa Ndiaye le pousse également à rester. Il considère que son joueur sera en position de force l'été suivant, à 1 an de la fin de son contrat. Le 6 janvier, Emiliano Sala, amer, adresse ce message vocal à un membre de son entourage qui nous a autorisé à utiliser ce document inédit et troublant. Hier soir, j'ai envoyé un message à Messa, il m'a appelé quelques heures plus tard, donc on a discuté. Et justement, il m'a raconté qu'hier soir, Franck Kita, il a envoyé un message pour l'appeler, donc il l'a appelé, donc ils sont parlé. Et eux veulent me vendre. Donc il y a l'offre de Cardiff aujourd'hui. De son côté, ils ont négocié pour gagner beaucoup d'argent. Donc eux, absolument, ils veulent que je parte là-bas. C'est vrai que c'est un bon contrat, mais sportivement, c'est pas intéressant pour moi. Donc voilà, eux, ils essayent par tous les moyens de
et que j'aille là-bas. Et moi, je n'ai pas peur d'aller là-bas parce que je me suis bataillé toute ma carrière. Donc d'aller me batailler là-bas, ça ne me fait pas peur. Au contraire. Mais aussi, je me dis que je dois mériter et que Mesa, il doit me trouver quelque chose de mieux d'ici à la fin du mercato. Il n'a pas envie d'aller au Pays de Galles, mais ne veut plus rester à Nantes. Dans ce message bouleversant et ambigu, le jeune homme confie son désarroi. Mesa, il a dit non à Cardiff parce que lui, il ne veut pas que j'aille là-bas. Il pense par rapport à le sportif, par rapport à aujourd'hui, comme on est, en situation de force, en tous les domaines. Dans le foot, dans les contrats, dans tout ça, il y en a. Mais moi, je ne marre de ça et je ne veux pas ça. Je m'en fous d'être en position de force. C'est vrai que j'aimerais trouver quelque chose d'intéressant au niveau contractuel et au niveau sportif aussi. Mais des fois, tu ne peux pas les deux. D'un autre côté, je ne veux pas parler avec Kita parce que je n'ai pas envie de m'énerver. C'est une personne qui me dégoûte quand il est en face de moi. Lui, aujourd'hui, il me vend à Cardiff parce qu'il a fait une super inversion. Je ne sais pas, il va rentrer l'argent qu'il veut, quoi. Donc lui, je parte là-bas, il ne m'a même pas demandé à moi. Et lui, il s'intéresse qu'à l'argent. Donc aujourd'hui, on est comme ça, tout un bordel. Donc voilà quoi, je sais pas quoi faire parce que, comme je t'ai dit, c'est moi qui dois me lever tous les matins, il me battent et voir le visage de cette personne-là. Mais personne regarde moi, mon intérieur, ce que je dois subir. Donc c'est très dur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à ma place. Quelques jours plus tard, un fort moment de tension oppose le président du FC Nantes à Emiliano Sala après un match face à Rennes le 13 janvier. Valdemar Kita fait alors comprendre à son attaquant qu'il doit partir pour Cardiff et son contrat XXL. Un conseil bienveillant selon le dirigeant, un ultimatum aux yeux du joueur. L'histoire est en marche. Sala finit par céder aux avances du club gallois qui le recrute contre 17 millions d'euros et lui offre 210 000 euros par mois, auxquels s'ajoutent des primes conséquentes. Cardiff, au moment où ils signent, ils sont premiers non relégables quand même. Voilà, après, chacun pensera ce qu'il veut, mais moi je ne suis pas persuadé que j'avais senti qu'il voulait signer là-bas. Malheureusement, l'argent des fois a fait plus que tout. Quand vous avez un président qui vous dit que vous devenez indésirable aux yeux du coach parce que vous refusez un transfert, est-ce qu'on a le choix? Tu lui as parlé une semaine avant son transfert. Il était heureux d'aller à Cardiff? Tu connais la réponse, ne me mets pas dans ce bordel. Non, ça tu ne me le demandes pas, ou il va y avoir des problèmes. Au petit matin du vendredi 18 janvier, il adresse ce message à Marie-Jeanne, sa confidente. Nous sommes 3 jours avant sa mort. Donc moi je vais vous faire écouter le fameux WhatsApp, le dernier WhatsApp. Bon Marie, pour te dire que tout s'est accéléré hier soir. Je savais que je devais partir aujourd'hui. Hier soir, ils me sont dit, je savais que je tenais que partir aujourd'hui, mais je ne savais pas qu'à si tôt. Mais ça, il m'a confirmé à 1h30 du matin qu'on partait là, ce matin. Il veut que j'aille là-bas le plus rapidement possible pour passer visite médicale et jouer samedi contre Newcastle. Donc c'est chaud. C'est chaud, mais bon, c'est comme ça. Après sa signature, il confiera malgré tout son soulagement à certains proches, dont Marcelo Vada,
qui fut l'un de ses premiers entraîneurs en Argentine avant de venir en France. Il était très heureux. Et après, il était très heureux avec Cardiff aussi, parce que là-bas, il arrivait, Cardiff, c'était super professionnel. Un mec qui s'occupait de lui pour la banque, pour la maison, maintenant aussi pour la chienne. Pour trouver la maison, avec des jardins pour la chienne, tout. Cardiff, il était très content parce qu'à niveau professionnel, c'était super, beaucoup mieux que Nantes. Il était content, sincèrement, parce qu'au début, il dit non. Mais après qu'il avait voyagé à voir le président, à voir le stade, et tout ce qui est passé, là-bas, il s'est senti heureux parce que tout le monde l'a traité comme lui l'a mérité, non? Comme un vrai buteur, comme un mec important. Il s'est senti important. Après avoir signé son contrat de 3 ans et demi, il avait souhaité revenir à Nantes et saluer l'ensemble de ses coéquipiers du staff au centre d'entraînement de la Jonelière. Qu'est-ce qui m'a plus touché, c'est toujours juste avant le départ, il est venu là, après l'entraînement qu'on a terminé, il voulait me parler, on est resté sur le terrain à côté, tous les deux pendant presque 30 minutes. Il m'a dit, cette relation que j'ai créée avec lui, c'est comme ça, c'est surtout ce dernier discours là-bas à côté du terrain, ça m'a gravé, ça m'a vraiment resté gravé dans mon marbre toute ma vie, je n'oublierai jamais ça. Ouais. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Je dis pourquoi il a monté l'avion, pourquoi il a si le perd, pourquoi, pourquoi. Mais... La tête, ça tourne la tête. L'avion qui le ramenait à Cardiff a disparu des radars dans la soirée d'hier soir. Les recherches sont rendues compliquées par la météo, elles sont toujours en cours. Au lendemain de la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala, plusieurs centaines de personnes se rassemblent dans le centre-ville de Nantes. Partout, l'émotion se propage. Tu prends ça comme une porte dans la figure. T'es content pour Emiliano, il vient de signer son plus beau contrat. Tu te dis, bon, ben, le gamin, il a enfin mérité ce qui lui arrive, il va pouvoir profiter différemment de son rêve. Tu prends ça et tu te dis non, t'acceptes pas. C'est un choc. Et dans mon plus profonde réflexion, j'ai dit peut-être il y a espoir, on m'a retrouvé. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Je n'ai pas accepté ça. L'avion a disparu dans la Manche, au milieu des îles anglo-normandes de Guernesey et d'Aurigny. Une zone à fort courant qui a rendu les recherches extrêmement délicates. Dans une eau inférieure à 10 degrés, la perspective de retrouver des survivants était quasi nulle. C'est impraticable. C'est impraticable. De par le courant, de par les vitesses de courant, c'est violent. On arrive avec des courants qui frisent des 15 km/h. C'est énorme. C'est énorme. Il faut faire un cap 45-50. Ça aurait été un bateau de course avec les balises, les gens qui ont des brassières, qui tombent à l'eau, qui sont équipés. Bon, on peut parler de 10, 12, 24 heures. On peut récupérer quelqu'un, mais d'un avion. Un avion qui tombe dans l'eau. Personne n'était surpris que les recherches soient difficiles, parce qu'on sait bien qu'ici, dès que la mer monte, c'est fini, quoi. Des singularités qui ont poussé les autorités britanniques à stopper les recherches 3 jours seulement après l'accident, provoquant une vague de réaction immédiate.
Des amis, des anciens coéquipiers, des stars comme Lionel Messi, tous ont réclamé la reprise des recherches, un mouvement de solidarité d'une ampleur inouïe et inattendue. Un peu partout, l'espoir insensé de retrouver Emiliano Sala vivant est resté tenace. J'ai jamais pensé le pire. J'ai toujours l'espoir de que lui peut peut-être faire quelque chose. Nous, comme le connaît, la première chose qu'on connaît, il est fort parce qu'il est toujours, il a passé beaucoup de choses avec le football. C'est un mec qui s'impose tout le temps. Il dit non, c'est sûr qu'il a nagé. Tu penses des choses que... 6 jours après le drame, la mère d'Emiliano Sala s'est rendue à Guernesey pour exprimer sa colère aux autorités britanniques. David Mearns, un chasseur d'épaves spécialiste des opérations sous-marines de grande envergure, qui avait proposé son aide à la famille Sala, était présent ce jour-là. Quand les autorités, le chef de la police, ont essayé d'expliquer à la mère d'Emiliano pourquoi ils avaient arrêté les recherches, elle n'écoutait pas. Ils étaient là et ses yeux regardaient là-bas. Elle n'écoutait pas. Elle parlait en espagnol à Messa, l'agent d'Emiliano, et la seule chose qu'elle voulait, c'était sortir de cette pièce et poursuivre les recherches. Elle a dit à Messa: j'ai besoin de sortir d'ici. J'ai besoin d'aller chercher mon fils. S'il ne me laisse pas aller le chercher, je plongerai moi-même dans l'eau pour aller le retrouver. La mère était absolument déterminée. Et elle croyait que son fils avait survécu. C'était le dimanche. Il y avait un feu à l'intérieur d'elle. Tout le monde essayait de l'arrêter, mais elle ne l'acceptait pas. Il y avait beaucoup de tension. Afin de financer les coûteuses recherches, une cagnotte est mise en ligne et permet en quelques jours de récolter plus de 300 000 €, grâce notamment aux dons de centaines de footballeurs. Le lundi, les 300 000 € étaient réunis. Nous avions l'argent. J'ai appelé la cellule d'enquête des accidents aériens britanniques et j'ai expliqué que nous allions relancer les recherches. Ils y étaient encore opposés. Mais nous étions d'accord, entre nous, que nous allions faire une annonce aux médias en ce sens à l'aéroport. J'ai écrit une déclaration, je l'ai lue avec la mère et la sœur à mes côtés, et après, nous sommes allés dans une pièce. Et là, la mère s'est effondrée. Tout le monde a désormais compris qu'Emiliano Sala ne serait pas retrouvé vivant. Neuf jours après sa disparition, le club nantais et ses supporters lui ont rendu un hommage bouleversant. La vie s'arrêtait. C'est un mot profond, tu n'entends rien du tout dans un club où la jeunesse rigole, ils chantent, fait les blagues, il y a des musiques. À un moment donné, ça n'existait rien, ni discussion et comme ça. Et pour travailler, c'est terrible. C'est impossible, ça. Sincèrement, ça a été vraiment un traumatisme, un choc. Et puis on suit ça, malheureusement, avec les réseaux sociaux, des breaking news, parce qu'on attend quelque chose qui nous rassure. On se dit, encore une fois, que ce n'est pas possible. Et donc on attend, à un moment donné, une nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et malheureusement, pour nous tous, elle est jamais venue. Sur ces images filmées par les équipes de David Mearns, le dimanche 3 février au matin, l'épave de l'avion et l'un des deux corps sont localisés. L'information est cachée aux médias durant plusieurs jours, mais la famille Sala est prévenue dès le lendemain que le corps retrouvé est celui d'Emiliano.
Arrive désormais le temps de l'enquête, où se posent une multitude de questions sur l'organisation du vol entre Nantes et Cardiff, mais aussi sur le rôle des agents Mark et William McKay, qui avaient offert cette solution au joueur pour lui éviter un vol avec escale, comme Cardiff City le lui avait proposé. La défense des McKay, c'est de dire que lui, dans un premier temps, il appelle un pilote qu'il connaît bien, qui est David Anderson, un pilote dont il a déjà utilisé les services, un pilote qui est aussi connu pour avoir transporté des hommes d'affaires, des jockeys, des entraîneurs de chevaux de course. Mais David Anderson, pour une raison jusqu'à présent inconnue, donne cette mission à un autre pilote, Dave Ibbotson, qui est un ingénieur dans le gaz, qui est aussi parfois DJ à 16 heures. Et donc David Anderson, selon le récit de Willie McKay, explique qu'il lui a dit « Veux-tu passer un week-end à Nantes ?» Et donc c'est Dave Ibbotson qui se retrouve aux commandes de l'avion du Piper Malibu pour le vol fatal du lundi 21 janvier. L'avion était-il fiable et adapté pour ce type de trajet? Sans aucun doute, selon François Garçon, ancien commandant de bord Air France, qui a également effectué de nombreux vols aux commandes du Piper Malibu, un avion qu'il compare à une Ferrari. Pour moi, c'est un très très bel avion. En l'occurrence, il est certifié pour voler dans les nuages en conditions givrantes prévues, à 25 000 pieds, soit à peu près 8 000 mètres. Et il tutoie les petits avions de ligne, les avions de transport régionaux. Ils volent à la même altitude, un tout petit peu moins vite, mais ils jouent dans la même cour. C'est vraiment un avion qui nécessite de l'expérience, de l'habileté, de la connaissance bien entendu et de la pratique. C'est un avion très très fin. Au fil de l'enquête, les doutes se concentrent autour de David Ibbotson, un pilote privé de 59 ans qui n'avait pas le droit d'effectuer de vol commercial. Les médias britanniques ont dévoilé qu'il était daltonien et n'était pas compétent pour piloter de nuit, de surcroît dans des conditions météorologiques délicates. François Garçon a consulté le premier rapport publié par les autorités britanniques sur l'accident. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment ce vol a pu avoir lieu. S'il était arrivé jusqu'à son terme, ça aurait été un petit miracle à vos yeux? Un gros coup de chance en tout cas. À ce point-là? Ah oui. Ah oui. La trajectoire de l'avion qui est montrée dans ce rapport, elle montre quoi, a priori? Elle montre clairement une volonté de sortir de nuages qui sont rencontrés au cours du vol. Donc une fois qu'il a pénétré à l'intérieur, il cherche à en sortir. Et un réflexe de pilote privé, c'est d'en sortir de deux façons, c'est vers le bas et horizontalement en évitant. Le souci, c'est qu'il n'a rien vu avant, il ne connaît donc pas la situation et il ne sait donc pas de quelle manière l'éviter. Donc il va essayer quelque chose, en l'occurrence là c'est un virage à droite, puis plus tard c'est un virage à gauche, puis c'est une descente. Et dans ce cas-là, c'est tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire pour sauver la situation. Avec toutes les conditions qu'on a évoquées, est-ce que c'est suicidaire de voler comme ça de nuit? Le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, personne de bon sens ne peut pas comprendre qu'un tel vol ait eu lieu. Emiliano Sala s'est retrouvé dans cet avion. Si ça avait été votre fils, votre frère, un membre de la famille, vous lui auriez dit de ne jamais monter dans cet avion? C'est évident. C'est évident. Et pas à cause de l'avion? Et pas à cause de l'avion. Autre élément troublant découvert durant notre enquête, le 11 janvier, 10 jours avant le drame, David Ibbotson avait été condamné par un tribunal anglais à 4 413 livres sterling d'amende, soit plus de 5 000 €. Sa 5e condamnation pour un endettement total de plus de 26 500 €, dont il était redevable envers divers créanciers britanniques. Se pose alors une question: David Ibbotson a-t-il accepté ce vol et pris des risques insensés en raison de sa situation financière? Le pilote s'était confié sur Facebook après son arrivée à Nantes, avouant à un proche quelques difficultés de pilotage. Je n'ai pas été trop mauvais en arrivant, mais je suis un peu rouillé avec le système d'atterrissage aux instruments. Une polémique parmi tant d'autres dans ce transfert, où chacun lutte désormais pour préserver ses intérêts.
Le club de Cardiff qui conteste la validité du transfert et qui n'a toujours pas réglé le premier acompte à Nantes. La famille Salah aussi, qui pourrait à minima obtenir le dédommagement de 3 ans et demi de salaire, soit près de 9 millions d'euros. Êtes-vous en relation avec le club de Cardiff? Oui. Mais pour l'instant, eux aussi mènent des investigations. Bon, on va leur laisser un peu de temps. Mais à un moment, il va falloir qu'ils apportent une réponse. Parce que la signature ne peut pas être effacée. Et êtes-vous encore en relation avec le club de Nantes? Avec un représentant du club, oui. Rarement, mais cela arrive. Nantes dit qu'il ne l'avait plus comme joueur puisqu'il avait déjà signé à Cardiff. Les dirigeants estiment qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Que pourriez-vous attendre de plus de leur part? Qu'ils aient plus de respect. Plus de considération. Emiliano a joué 4 ans dans ce club. On attend que la lumière soit faite. Mais si Nantes a une quelconque responsabilité, il faudra aussi qu'il l'assume. Des membres de la direction de Nantes vous ont-ils contacté suite à l'accident? Oui. Juste après? Oui. Oui, j'ai parlé avec le président. Selon nos informations, cette discussion s'est déroulée le lundi 4 février, à Nantes, au lendemain de la découverte de l'épave de l'avion. Ce jour-là, à la demande de Franck et Valdemar Kita, qui souhaitaient présenter leurs condoléances, la mère d'Emiliano Sala, Mercedes, sa sœur Romina et son frère Dario rencontrent dans le plus grand secret les 2 dirigeants nantais en fin de matinée, en présence d'un traducteur, de Messa Ndiaye, l'agent d'Emiliano, et du couple palois, ses plus proches amis. Une réunion sous très haute tension, au cours de laquelle Mercedes Tafarel, dans une colère froide, reprocha à Valdemar Kita le profond mépris que ce dernier aurait exprimé à son fils durant 3 ans et demi, et les souffrances que cela impliqua pour son enfant. Le nouvel épisode d'une relation tumultueuse entre les 2 parties, que cet accident tragique n'aura pas réussi à rapprocher. Si cette disparition a autant marqué les esprits, c'est aussi en raison de la personnalité d'Emiliano Sala. Un jeune homme qui faisait l'unanimité dans le milieu du football par sa simplicité, son charme et son goût du travail. Moi j'ai eu la chance, parce que je dis la chance, d'avoir entraîné dans ce football moderne, dans ce football business, un joueur comme Emiliano. C'est quelqu'un qui était encore très respectueux de l'entraînement, respectueux des choix, respectueux des horaires, respectueux de tout ça. Et il était en décalage un petit peu, c'était une forme d'anachronisme. Tu te dis, tiens, que c'est encore possible de vivre j'allais dire, à l'ancienne. Avec Manu le doc, on a interdit Émile de s'entraîner. Il est parti s'entraîner, Karim faire quelque chose. Donc il a fallu que je descende dans mon bureau, que j'aille sur le terrain, dire Émile, tu peux pas t'entraîner. Le doc et le kiné t'ont interdit de t'entraîner. Il avait pris un gros coup, je crois, c'était sur la cuisse. Et, non, il voulait aller s'entraîner. Tu t'en souviens? Je suis allé chercher sur le terrain, je dis mais Mimi, il faut sortir du terrain. Non, mais je peux m'entraîner, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils avaient Fabrice. Non, triche pas. Ici, on triche pas. On dirait un joueur de foot des années 70.
Emiliano, c'est un gars qui a joué à une autre époque. Il ne parlait pas de choses futiles, de jouer avec des crampons violets ou avoir la dernière voiture. C'était un gars normal. Une sorte d'antistar. Un jeune homme qui se posait beaucoup de questions, mais qui menait une vie tranquille et discrète, agrémentée de plaisirs très communs. Son temps libre, il aimait le passer avec ses amis à partager des asados, ces barbecues dont raffolent les Argentins. La última vez que vino, yo me acuerdo porque me llamó la atención. Comimos un asado. La dernière fois qu'il est venu, on avait fait un barbecue comme aujourd'hui. Et lui, je m'en souviens, à 2 h du matin, il avait encore faim. Il remangeait ce qu'on lui avait servi alors que c'était froid. Il était parti chercher ce qu'on n'avait pas fini. Il mangeait avec les mains, on aurait dit un animal. Era un animal, como comía mucho. O sea, él se fue haciendo fuerte. Él fue, viste que lui, il était costaud, il était fort. Alors on l'appelait le tank. Fuerte ahí, imagínate con los defensores eso. Y otros tanque. Son goût pour la bonne viande lui a d'ailleurs causé quelques soucis dans sa vie de couple. À Nantes, il a eu durant plusieurs mois une relation avec une volleyeuse brésilienne, Luisa Angerer. Il n'y avait qu'une chose qui l'embêtait un petit peu, c'était qu'elle était végane. Oui, parce que c'était un peu compliqué pour lui. Parce que lui, qui est un épicurien, et bon, elle dit, tu sais, Marie, hein, mais il venait me raconter quand il venait, bah tu sais, Marie, bah oui, mais enfin, moi, tu vois, elle est bien, hein, mais alors elle est végane. Alors, c'est pas facile, qu'il dit. Et puis, tu connais comment on se mange, qu'il me dit. Oui, je dis, je connais comment tu manges. Cela n'a sans doute rien changé au destin des deux amoureux. Dans sa tête, son idée était claire. Il voulait rentrer en Argentine, auprès des siens, avant de fonder une famille. C'est un mec qui planifie toute sa vie, tout structuré. Ça, très structuré en tout, Emiliano. Et ça aussi, il est structuré même pour ça, pour ces petits détails. Non? Toujours, il me dit, Marcelo, mon fils va être argentin. Si je suis amoureux ici, peut-être mon fils sera étranger. Et je veux que mon fils soit argentin. Le contrat qu'il avait signé à Cardiff était l'accomplissement financier de sa carrière. Au Pays de Galles, l'attaquant argentin allait gagner, selon nos informations, 180 000 livres sterling par mois, soit 210 000 €, plus des primes. Une somme près de 30 fois supérieure à celle de ses débuts à Orléans. Il allait aussi multiplier par plus de 4 son salaire nantais. Un écart vertigineux pour cet homme réputé économe, habitué au sacrifice depuis une enfance vécue dans une famille extrêmement modeste. Moi, quand je parlais avec lui, quand c'était la trêve et qu'il me racontait ce qu'il faisait pour rentrer en famille, je me disais, ah ouais, quand même, le mec, il rentre, on n'avait qu'une semaine à Noël, il se tapait voilà le nombre d'heures de vol pour aller en Argentine, derrière, personne ne venait le chercher, il prenait un bus qui l'emmenait dans la Pampa pendant 4 heures pour aller chez lui, voir la famille et repartir après, quoi. Au moins, je dis, un jour, tu n'as jamais, comme tout l'Argentin, vous ne payez jamais rien du tout. Je dis, un jour que tu vas venir avec autant de somme que tu vas gagner maintenant, tu vas venir pour payer un vrai champagne, comme ça. Promis, coach, je veux dire, le dernier message qui est passé, coach, je n'oublierai pas cette promesse, je viendrai pour payer un vrai champagne. Emiliano Sala envoyait tous les mois une partie de son salaire à ses proches, en Argentine, où il avait fait construire, il y a 3 ans, une maison pour sa mère, dont la séparation avec son mari, quelques années plus tôt, fut extrêmement douloureuse et laissa des traces entre les membres de la famille. C'est dans cette demeure que Mercedes Tafarel a accepté de nous recevoir pour partager quelques souvenirs de son fils aîné. Bon, je vais commencer par là. C'est la famille, les 2 frères. Ils sont très copains, très famille. Emiliano était très famille. Il pensait toujours à nous. C'était un gamin très simple dans sa façon d'être. Vous êtes très fière de lui, encore plus depuis ces derniers mois. Oui, beaucoup. Énormément.
Ici, c'est quand on lui donne le maillot pour ses 100 matchs en Ligue 1. Chaque année, je partais 1 ou 2 mois en France. Vous vous rappelez du dernier match que vous avez vu? Oui. Contre Montpellier. Il a marqué un triplé. Vous avez aimé la vie en France? Oui, parce que là-bas, on était seuls, on sortait boire du maté dans le parc, je lui préparais ses plats préférés. On était mère et fils, ensemble, juste lui et moi. Ça, c'est une photo où il me dédicace un but. Là, je vais vous montrer la maison. J'ai des photos de lui. Ça, c'est la dernière photo qu'on a prise ensemble. Et comment a-t-il vécu la première fois où il a dû partir pour le foot? Il a beaucoup souffert. Mais un jour, il a pris une chaise et il m'a dit dans la cuisine, « Maman, assieds-toi, je vais partir pour aller jouer au foot. » J'ai dû le laisser s'envoler. Il avait 15 ans et il a décidé de jouer au foot. Mais oui, il a souffert. Il a souffert d'être loin de sa famille, de ses frères et sœurs, de sa maman. Emiliano Sala avait 15 ans quand il a dû quitter le domicile familial. De Progreso, ce village agricole de 3000 habitants situé à 500 km au nord de Buenos Aires, il prend la direction de San Francisco, à 2 heures de route, pour intégrer le Proyecto Crecer, un centre de formation affilié aux Girondins de Bordeaux. Une académie qui accueille plus de 250 jeunes joueurs, âgés de 12 à 18 ans, et qui a formé depuis sa création en 2004 une trentaine de footballeurs professionnels. Emiliano Sala en est encore aujourd'hui le plus beau symbole. Il intègre en parallèle une école privée catholique située à quelques kilomètres de là, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la province. Seul, loin de ses parents, c'est ici qu'il va développer sa foi et se rapprocher de la religion, à l'école Jésus de la Miséricorde. Ici, la population catholique est très pratiquante et l'Église a une influence considérable sur la société. En uniforme, les élèves débutent la journée par le salut du drapeau. Ce jour-là, ce sont les pensionnaires du Proyecto Crecer qui ont l'honneur de lui faire face. Emiliano Sala a été profondément marqué par son passage dans cette école. Et je me souviens très bien de cet adieu à ses camarades et de cette étreinte avec sa petite amie de l'époque qui a duré une éternité. Le souvenir de ces adieux est toujours présent ici. Il a pleuré, ils ont pleuré tous les deux parce qu'ils devaient s'éloigner de tout ce qui, à mon avis, était important pour lui. Cette institution est proche des mouvements les plus conservateurs de l'Église argentine. Un héritage religieux qui ne quittera plus Emiliano Sala. De San Francisco, le jeune homme part une centaine de kilomètres plus loin, à San Jorge, une ville agricole de 19 000 habitants, où prédominent les cultures de soja et de céréales. Nous avons rendez-vous au club de Guadalupe, où Emiliano Sala a passé 2 ans et achevé sa formation avant d'arriver en Europe en 2010. Allez vous préparer, vous devez aller là-bas maintenant. On va tous là-bas, on va sortir la banderole. Ces banderoles, confectionnées par les enfants du club, témoignent de la trace indélébile laissée ici par Emiliano Sala. On a essayé de symboliser son parcours. Ça retrace son passage à Guadalupe avec ce maillot. Et là, on le voit avec le maillot de Nantes.
La nuit tombe sur San Jorge. Alors que les bénévoles du club préparent le barbecue du jour, nous devons retrouver l'ancien président en ville. Il souhaite nous faire visiter la maison où Emiliano Sala a vécu. Il y avait 16 enfants, puis 14. Dans cette chambre, ils étaient 3. C'est vrai que c'était un petit peu petit. Comme c'était trop étroit, il a décidé de donner plus de confort aux autres. Et donc Emiliano a quitté la chambre et il est allé dans un endroit plus précaire. Ici, il y avait un tout petit lit superposé. Ils étaient 2, l'un en haut, l'autre était en bas. Dans ce coin, il y avait une petite table avec de la musique. Dans cette colocation spartiate, il occupait une chambre avec Nicolas Silva, lui aussi devenu footballeur professionnel. Leur amitié avait résisté à l'éloignement et traversé les années. On partageait des bons moments, on s'entendait bien, c'était convivial. Mais on souffrait, il nous manquait des choses, c'était difficile. Nous, on essayait de s'en sortir du mieux possible. Le club avait des difficultés financières. Parfois, c'est nous qui mettions l'argent pour payer à manger et acheter des affaires personnelles aussi. Mais bon, on essayait d'accomplir nos rêves, donc ça nous importait peu. À l'époque, il voit encore son père, dont il s'éloignera plusieurs années après le divorce de ses parents, survenu alors qu'il était devenu adulte. Horacio Sala vivait toujours à Progreso lorsque nous l'avions rencontré, le samedi 16 mars dernier, lors de notre voyage en Argentine. Il gagnait sa vie en transportant des matières agricoles au volant de son camion. Il est décédé brutalement d'une crise cardiaque dans la nuit du 25 au 26 avril, 3 mois après son fils. Il avait 58 ans. Lui et Emiliano avaient repris depuis l'été dernier le fil de leur relation distendue. Lors de notre entretien, il nous avait exprimé ses regrets. Pendant cette période, il ne m'appelait jamais. Je n'ai jamais pu partager de moments avec lui, jamais. Il est parti en Europe très jeune et moi je n'y suis allé qu'une seule fois, en 2010. C'était l'heure des souvenirs et du chagrin pour Horacio Sala, qui se remémorait ce jour-là, ces années où la famille était encore unie. Il m'appelait souvent le samedi pour prendre des nouvelles de la famille et savoir si je pouvais aller le chercher. À l'époque, je n'avais pas de voiture. C'était difficile pour nous de nous déplacer. Alors, quand je rentrais du travail vers 17h, je me reposais jusqu'à 23h. Et quand il m'appelait pour que je vienne, je devais prendre un taxi collectif pour arriver au club vers 1h du matin. Sur le chemin du retour, on partageait des moments ensemble dans le taxi. Et je me souviens qu'il n'arrêtait pas de se plaindre. Je lui faisais la morale, je lui expliquais que dans la vie, il fallait se sacrifier pour y arriver, qu'il fallait faire des efforts. Je garderai toute ma vie en mémoire ces moments avec lui dans le taxi, où on passait du temps à discuter. Emiliano Sala était un garçon de peu de mots, mais il ressentait souvent le besoin de se confier. Durant ces années où il fut brouillé avec son père, il retrouvera une figure tutélaire auprès de Marcelo Vada, un entraîneur argentin venu lui aussi à Bordeaux en 2010 pour suivre son fils footballeur Valentin. Depuis l'accident, Marcelo Vada repense parfois à ce message qu'Emiliano lui avait adressé à Noël dernier. Je connais que je suis une de las personnes qui pour arriver ici, c'était importante et que maintenant il y a beaucoup de monde à côté, mais qu'elle reconnaît que le moment difficile, je suis là.
C'est la vérité, non? Mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui se rappellent de ça. Va picando Bastía, la tiene Charley, Nalaya para Sala, le ganó a Branco, Sala.